Alors bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette université populaire. C'est le troisième rendez-vous que nous faisons de ce que nous avons appelé les rencontres aux arts citoyens. Vous le savez, pour les habitués, l'université populaire propose des conférences qui se passent souvent à l'université, des ateliers et également ce type de rencontres que l'on installe ici dans le cadre du bar du Volcan. Des rencontres dans lesquelles nous convions un artiste et un artiste qui généralement revendique des créations et des spectacles engagés ou en tout cas qui nous parlent du monde d'aujourd'hui avec des mots d'aujourd'hui. On a eu la chance de recevoir Serge Coulibaly, le chorégraphe belgeo-burkinabé. Nous avons également reçu Julien Gosselin, qui nous a parlé de son théâtre et de ce qu'il a construit autour des particules élémentaires. Et ce soir, nous sommes ravis de recevoir Jean-Christophe Meurice, qui vient donc au Volcan pour 2 représentations du collectif des Chiens de Navarre et du spectacle Jusque dans vos bras, demain et après-demain. Je vais lui laisser la parole. Je vais laisser la parole à Olivier Lefebvre, qui est responsable des relations publiques et qui va animer cette rencontre, comme il le fait d'habitude. Et bien évidemment, nous vous donnerons la parole de manière régulière et interactive. Je ferai circuler un micro, voilà, et vous pourrez intervenir et poser vos questions, puisque le but aussi de ces rencontres, qui ne sont pas dans un format magistral, est que vous puissiez intervenir peut-être plus facilement que dans des conférences plus conventionnelles. Voilà, bonne soirée à tous. N'ayez pas peur d'intervenir, bonsoir, n'ayez pas peur d'intervenir surtout. Alors buvez un verre avant si vous vous sentez timide et puis allez-y. Ne vous gênez pas. On est ravis d'accueillir Jean-Christophe Meurice. Mais avant de commencer à parler, une fois n'est pas coutume, on va peut-être commencer avec des images parce que je vous questionnerai tout à l'heure, mais je ne sais pas qui au Havre a eu l'occasion d'assister, ou ailleurs d'ailleurs, à un spectacle des Chiens de Navarre qui font pas mal parler d'eux depuis quelques temps. Je sais qu'il y en a, puisqu'il y en a qui nous ont accompagnés là-dessus. Je sais aussi qu'il y en a d'autres qui ont vu chez Ludovic Paco-Grivel, qui est ici, directeur du Théâtre des Bains-Douches, qui a programmé il y a déjà plusieurs années les Chiens de Navarre dans des formes un peu plus petites. Donc il y a sans doute des gens parmi vous qui connaissent leur travail, mais il y en a sans doute aussi beaucoup qui ne le connaissent pas. Alors, chez Astérix, ça se termine en banquet et en chanson. Je dis Astérix, vous comprendrez pourquoi, parce qu'après tout, je vous rappelle que Jusque dans vos bras, c'est l'identité française qui est questionnée. Et puis, on va commencer par des images d'un spectacle qui, tu me diras si je me trompe, qui a été créé en 2014, Les Armoires Normandes, ou quelque chose comme ça. Oui, 2015. 2015, voilà, une année d'erreur. On va regarder quelques images qui sont, à mon sens, bien révélatrices du travail des chiens, même si vous ne verrez qu'une personne en scène, et d'une situation très banale qui tourne vraiment qui est toujours poussée à bout. Voilà, on va regarder et puis on reparle de tout ça après. Un peu de technique, vous m'excuserez. Ça. Non, pardon. Excusez-moi. On a un petit problème de son. Voilà, c'est la fin. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez partir chez vous, il n'y a pas de souci. On a passé un bon moment. On a pourtant essayé tout à l'heure, je peux vous le promettre. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est bizarre. Il n'y a personne. Bon. Oh, il y a un paquet pour moi, puisqu'on l'a déposé derrière ma porte. Ça veut dire que c'est pour moi. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis
content, je suis tout excitée, il faut que je sois délicat parce que parfois je suis un peu bateau et puis il faut pas que je casse qui à l'intérieur parce que je sais pas ce que c'est, peut-être que c'est de la porcelaine fine, quelque chose. J'aime bien tout ce qui est anglais, tout ce qui est un petit peu délicat, enfin, c'est vrai, c'est important la délicatesse. Bah dis donc, c'est bien emballé. Bah, quelle drôle d'idée. Bah bon, en même temps, pourquoi pas? Avec l'agonie de la 5ème République, les époux Balkany, les hélicos de TF1, la ligne 2 à 18h, la mort de Rémi Fraisse, Maurice Papon, le trou de la Sécu, la carte de presse de Pascal Clark, Éric Zemmour, la CRS, la police municipale de Béziers, Michel Onfray, le... Je suis de l'autre côté de la porte lumineuse. Oh, c'est bizarre, ça ressemble vachement à chez moi. Mais c'est chez moi. Mais je reconnais mon odeur. Oh mais non! Ah non! Alors c'est ça, la mort? L'éternel recommencement de sa propre existence? Ah non, ça j'en veux pas. Ah non, pas avec l'agonie de la 5ème République, Michel Onfray, le sang contaminé, les époux Balkany, les bijoux Bocassa, les deux piétonnes, les hélicos de TF1, les Tibéri, les Autolib, la ligne de... Oh non, mais je suis encore chez moi, mais c'est pas possible. Non, je veux pas ça, moi. Pas avec l'agonie de la 5ème République, Michel Onfray, les époux Balkany, les Tibéri, l'interdiction de la fessée, Catherine Pancol, la nouvelle chanson des enfoirés, les JO 2024, Marseille 2013. En images, bien sûr, puisque c'est sur un écran, petit écran, de ce que peut être ce théâtre des chiens de Navarre qui part de banal, qui tire sur l'élastique. J'ai toujours le sentiment, moi, quand on parle du travail des chiens de Navarre, qu'on tire sur l'élastique et que ça arrive aux situations les plus outrées, les déchaînements, les déchirements, etc. etc., etc. Alors, Jean-Christophe, pour ceux qui n'avaient jamais vu, Jean-Christophe, ça donne un peu une idée du travail que tu fais avec les chiens. Ça commence en 2005. La compagnie est créée en 2005 et créée à partir d'un constat, je dirais, un constat que tu veux pas ou que vous ne voulez pas faire, ce que tu appelles, tu dis, le refus d'un théâtre figé, d'un théâtre élitiste, poussiéreux. Non pas que tu craches sur Marivaux, Musset, comme tu le dis, tu aurais pu tout à fait les monter, tu les as peut-être joués d'ailleurs, je ne veux pas mal dire. Mais tu dis que les mots qu'ils utilisent ne me parlent pas de mon rapport à l'amour, celui que je vis, celui que je ressens aujourd'hui. Et tu dis encore, avec les chiens de Navarre, on raconte des choses d'aujourd'hui, avec des gens d'aujourd'hui, un langage d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce constat-là, ce théâtre-là? Comment ça fonctionne? Ça naît de quelle façon de travailler, quelles envies précisément? Alors, il y a plusieurs questions. Ah oui, il y en a 25 000. Alors on va... J'ai joué Brecht aussi ici. aussi, je pensais à ça. Non, mais parce que c'est étonnant de dire qu'on n'a pas envie de monter Marivaux, Musset, tout ça, mais... Tu l'as dit. Disons qu'à l'époque, je pense aussi Marivaux ou Musset ou Brecht pensaient, j'espère, la même chose. C'est-à-dire qu'on est aussi des auteurs, moi et mon groupe, on écrit des choses d'aujourd'hui avec nos mots d'aujourd'hui, avec des acteurs d'aujourd'hui, avec on a envie de raconter ce qui se passe de notre monde aujourd'hui.
c'est bien ça d'ailleurs qui nous a rassemblés à un moment. Au-delà du fait qu'on aimait bien rire ensemble, c'est une chose. Mais ce qui nous a rassemblés en 2005, toute cette bande, c'est le fait de vouloir raconter nos propres choses et pas obligatoirement raconter des choses à travers le prisme d'un auteur. Disons que, obligatoirement, j'aime le théâtre, parce que de toute façon, quand on fait du théâtre, c'est surtout pas pour gagner de l'argent, c'est qu'une histoire affective. Moi, je pense que le théâtre n'est qu'une chose de résistant, qu'elle soit d'ailleurs pour les acteurs, les metteurs en scène et même les spectateurs. Donc, on ne peut pas, obligatoirement, c'est qu'une histoire affective, le théâtre. Mais disons que, donc, je dis ça parce que j'aime tous les théâtres. Mais c'est vrai que quand je suis sorti d'école, parce que j'ai commencé acteur, il y avait un truc qui m'agaçait avec mes camarades qui étaient à côté de moi, c'est qu'ils disaient, tiens, on monte un groupe, on aimerait bien faire du théâtre nous-mêmes, sans passer par le désirata d'un metteur en scène ou d'un réalisateur. Qu'est-ce qu'on monte ? Et ça, je trouvais ça étonnant de dire qu'est-ce qu'on monte comme texte. Est-ce qu'on monte un Shakespeare ? Est-ce qu'on monte un Molière ? Tout ça. Et oui, c'est possible. Mais le théâtre, ce n'est pas que ça. À un moment, moi, quand j'ai monté mon groupe, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? C'est ça, ça a été ça la première des choses. Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer et comment j'ai envie de l'exprimer ? Donc, ça a été le début de ça, de ce rassemblement qui n'était pas autour obligatoirement d'un montage traditionnel de textes figés, entre guillemets. Et tout à l'heure, on en parlait, on faisait une petite interview avant, voilà, et comment dire, et sans être un peu pénible, ni chiant, ni pompeux, là, pour cette, mais je dis souvent, il faut revenir à l'origine même de ce qu'est le théâtre, donc chez les Grecs, au théâtre antique. Et quand même, il y a une histoire qui est importante de le savoir, vous le savez, peut-être si vous aimez le théâtre, mais les Grecs se rassemblaient, donc c'était dans l'après-midi, comme ça, et il y avait les musiciens, les poètes et les acteurs. Le peuple était devant eux, comme vous, et ils envoyaient des thématiques, comme la Ligue d'impro presque. Ils disaient l'amour, la guerre, la joie. Et ils rassemblaient musiciens, poètes, acteurs entre eux, pendant un quart d'heure, et hop, ils exprimaient, ils montraient la pièce qu'ils avaient préparée en 15 minutes. Voilà, et c'était les vertus très immédiates, spontanées, cathartiques d'un théâtre. Et il y a un type qui s'appelle Aristote, qui est passé par là, il a dit, c'est pas mal tout ce qui se fait, je vais l'écrire. Et donc est arrivée une autre forme de théâtre ensuite, qui était le théâtre de texte. C'est-à-dire d'abord on écrit quelque chose, et après on le met en scène. Mais l'histoire nous a montré dans différentes cultures, civilisations, que d'abord le théâtre se fondait sur l'immédiateté, sur l'improvisation. Ça a été pareil avec la Commedia dell'arte chez Goldoni. Enfin, j'ai dit Goldoni, mais c'est pareil. Ils improvisaient. Un jour, oui, je crois que c'est Goldoni, il est passé par là. Il est allé voir à l'époque le haut pouvoir qui a pu lui donner quelques bourses pour qu'il écrive des pièces. Et quand il a proposé ça aux improvisateurs de la Commedia dell'arte, eh ben, c'est comme s'ils savaient plus jouer. Quand ils ont commencé à dire un texte, ils savaient plus jouer. C'est comme si on mettait des chaussettes à un chat. Ils savaient plus marcher, quoi. Et je raconte tout ça parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose d'original dans notre manière de raconter des histoires qui part d'improvisation, d'écriture de plateau, comme on dit aujourd'hui, ça fait chic. Mais finalement, tout ça est un peu originel, quoi. C'est revenir aux origines. Donc la première motivation, c'était effectivement de ne pas obligatoirement passer par un texte, même si, évidemment, j'espère que vous l'aurez bien compris, j'aime beaucoup aussi le théâtre de texte, et je viens de là aussi en tant qu'acteur qui a fait le conservatoire, une école nationale, et qui a appris ça. Avant de faire tomber la bibliothèque, j'ai appris toute la bibliothèque. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu fais un théâtre qui est assez profondément différent de celui de Julien Gosselin, qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici il y a quelques mois, et le plaisir aussi de faire une université populaire avec sa compagnie, et ressortait de ce qui s'est dit quelque chose qui est très très similaire. Il dit, je note ce que j'avais noté à l'époque, hein. Il dit qu'il ne s'agissait pas pour lui d'une haine coriace des textes, au contraire, mais d'une nécessité de parler du monde du théâtre, du monde d'aujourd'hui, avec des auteurs d'aujourd'hui. Et il disait surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, enfin moi ce qui m'intéresse, il m'a dit en gros, la question de la modernité, ça m'épuise. Il y a tellement de metteurs en scène qui s'en servent quand ils montent des spectacles, des classiques, en disant « ils nous parlent d'aujourd'hui », et il finit en disant « c'est comme si le théâtre avait besoin de se justifier d'exister encore ». Oui. Non, mais surtout,
moi, je pense que c'est sain d'avoir. C'est la question d'ailleurs qui est très en ce moment en polémique, c'est la notion d'auteur. Il y a eu des articles dans Libé, tout ça, qui parlent de la notion d'auteur. On doit faire attention à nos auteurs de théâtre, tout ça, mais c'est juste qu'il y a quelque chose peut-être de nouveau à travers des groupes, des collectifs, des nouvelles. C'est que là, je vais me répéter, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, l'écriture, elle vient du plateau. Alors, elle peut venir d'une chambre de bonne. Quand on écrit comme ça 3 mois avant, c'est possible. Mais en fin de compte, c'est pas non plus un scandale que, comment dire, l'écriture vienne du plateau et des gens qui le font. Et en étant, comment dire, au contact le plus immédiat de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est ça, hein, la question, c'est d'avoir envie d'exprimer quelque chose qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui. Et par exemple, pour Jusque dans vos bras, dans notre société bien française. Oui, on va venir à Jusque dans vos bras, que vous verrez dans les jours qui viennent. Bon, après, j'en parle très sérieusement, mais c'est vrai qu'il y a aussi un esprit aussi qui nous a rassemblés, c'est celui du rire. Voilà, parce que comment bien nommer ça ? Parce que c'est toujours étonnant de parler du rire de manière très sérieuse. Ça donne pas du tout envie. Mais après tout, je suis l'organisateur, et puis le rire, ça s'organise. Mais disons ça fait partie d'une nature ou d'une éducation. Mais je suis toujours étonné de voir aussi, il y a des gens qui n'aiment pas rire. C'est vrai, ça peut paraître étonnant. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui n'aiment pas du tout rire. Mais on va espérer que vous allez rire. En tout cas, dans l'art, parce que l'art et le rire, ça n'a jamais fait bon ménage pour une certaine intelligentsia et puis une certaine critique. Mais disons que moi, je raconte des choses tristes, révoltantes, injustes, avec le rire. Il y en a qui le font avec lyrisme, il y en a qui le font avec militantisme, avec politique, et nous, c'est avec le rire. Avec voilà. Alors le rire est multiple, hein. Il est féroce, il est acide, il est joyeux, il est émotif, il est de résistance. Il est très communicatif aussi, parce qu'il y a vraiment une empathie qui se crée. Pas trop, parce que demain ils viennent, hein. Peut-être qu'ils vont pas du tout rire. Pourquoi pas ? Je sais pas. Il y a peut-être des gens qui réagissent. Y a-t-il des gens tout de suite pour réagir dans la salle qui ont déjà vu le travail des Chiens de Navarre et qui pourraient dire s'ils ont ri ou pas ri Non, parce que c'est cruel le rire, parce que le rire c'est sonore. Quand on fait un film ou un théâtre plus émotif où on peut pleurer, pleure, on voit pas, personne ne voit qui pleure. Le pleur n'est pas bruyant, le rire l'est énormément. Donc c'est cruel pour le metteur en scène et les comédiens, parce qu'on sait tout de suite. Avant qu'on en vienne à la question du rire et de Jusque dans vos bras lui-même, j'aimerais bien quand même qu'on revienne justement j'imagine qu'il y a une méthode que tu définis ou que vous définissez en tant que collectif, une méthode de travail. Et évidemment, tu penses bien qu'il y a des petites idées qui m'ont trotté dans la tête en regardant tout ce que vous faites. Tu dis souvent, voilà ce que j'ai imaginé. Ça part de là, ou ce que tu appelles ton terrain vague. Alors il va falloir que tu nous donnes des explications. Ouais. Ou votre terrain vague. C'est une expression que j'ai piquée à Mouchkine. Bon, ben voilà, ça y est. Non, mais parce que bon, c'est un des modèles qui a été parce que bon, j'ai 43 ans, dans les années 90, j'ai été spectateur avant tout. On apprend beaucoup de choses en étant spectateur d'ailleurs. Quelquefois bien plus que sur le plateau, mais ça c'est très personnel. Et j'aimais beaucoup le travail d'Ariane Mouchkine, Théâtre du Soleil, et elle présentait dans un documentaire sur Arte qui s'appelait Au soleil même la nuit, elle présentait une photo comme ça sur un terrain vague. Vous savez, ça n'existe plus tellement les terrains vagues, elle le dit d'ailleurs. Ça, avant, je sais pas si, mais il y avait des terrains vagues où il y avait des... Vous voyez, c'est l'image d'Épinal des terrains vagues, c'est-à-dire des bosses, de la terre, des bouteilles de conserve vides, tout un tas de branchages comme ça, c'est des arrière-terrains où les enfants allaient jouer, quoi. Et elle montrait une image comme ça où on voyait juste une voiture abandonnée, donc avec plus de roues, rien du tout. Et il y en a un qui était sur la voiture comme un chevalier comme ça, il avait 7-8 ans comme ça, il avait juste un bout de chiffon comme ça. Puis à côté, il y avait celui qui faisait le laquais, quoi, qui était le serviteur. Et elle disait, c'est formidable, elle montrait ça aux acteurs, elle disait, regardez, c'est formidable parce que la puissance d'imagination des enfants, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont sur un terrain vague et puis on avait l'impression de voir... tout, quoi, la guerre, les empereurs, les conquérants, avec juste un bout de torchon, et puis voilà. Et donc, cette notion de terrain vague, elle est forte pour les gens de théâtre, parce que le plateau, avant tout, si on va sur le plateau, là, maintenant, il y a rien, c'est un terrain vague, il n'y a rien d'inspirant. Enfin, c'est-à-dire, et les acteurs, et moi-même, en tant que metteur en scène, quand on commence au départ, c'est un terrain vague, il n'y a rien, il y a tout à construire avec notre imaginaire. D'autant plus quand on n'a pas de texte. Alors, au départ de notre travail, évidemment, j'arrive pas avec la page blanche. La page blanche, ça m'angoisse, paradoxalement. Mais j'arrive avec tout un tas de propositions autour de la thématique du spectacle
que je souhaite. Enfin, chaque spectacle a une thématique. Et j'arrive avec plein de situations, de didascalie, d'une certaine manière. Et c'est les acteurs qui les improvisent, qui les cherchent. Voilà, c'est pour ça que je parlais de terrain vague. Mais au départ, c'est quand même, puisqu'on ne part pas d'un texte, et Mouchkine a parlé de ça parce que, comme peut-être vous ne le savez pas, mais Ariane Mouchkine, même si elle monte un Shakespeare ou un Molière, elle improvise beaucoup au départ. Donc elle part justement de... Et du coup, quand même, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur cette question. Cet imaginaire, est-ce qu'il est nourri par les interprètes ou les propositions ou tes collaborateurs? Est-ce que ce terrain vague, c'est le tien, c'est le leur tout autant? Comment ça fonctionne, ça? Les deux, tout. Moi, j'arrive, comme je viens de le dire, j'arrive avec des situations écrites. Comme par exemple, si je parle demain soir, il y a 10 tableaux, jusque dans vos bras. Avec une dramaturgie. Par exemple, j'arrive et une fratrie de migrants congolais arrive en France, il n'y a plus de place. Voilà ce que j'ai écrit, par exemple. Quand j'ai écrit ça en 2016-17. Il n'y a plus de place dans les foyers. C'est un peu, à l'époque, c'était un peu... Maintenant, ça ne l'est plus. Il n'y a vraiment plus de place dans les foyers. Et donc, il y a une famille d'accueil qui les accueille. Voilà. Et donc, une famille d'accueil un peu bonne gauche, bien pensante, un peu comme ça. On caricature un peu le trait, on est au théâtre. Et puis, une fratrie... Voilà. Donc, c'est la rencontre de ces deux mondes-là. Voilà, donc c'est entre vous avez fait bon voyage, n'oubliez pas de bien éteindre la lumière quand vous allez vous coucher, puis en même temps en étant très concerné. Enfin, j'ai voulu voir ce que c'était le choc des cultures par rapport à notre situation actuelle. Donc demain soir, par exemple, il y aura cette situation-là. Voilà comment j'écris. Une autre, je ne peux pas tout dire, mais il y a un enterrement qui se passe mal. Ça commence là. Il y a un enterrement qui se passe mal. Il y a un drapeau français sur un cercueil. On se rend compte que c'est un enterrement. Et ça va mal finir. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal, ça s'est fini en bagarre. Il y a un enterrement qui a fini en bagarre en France il n'y a pas très longtemps. Bagarre générale. Alors ça, c'est une marque de fabrique des chiens de Navarre. Ils vous ont copié parce qu'on part toujours d'une situation très basique et qui dégénère, qui arrive à un paroxysme. C'est un théâtre pulsionnel, on va dire. Mais c'est vrai que ça peut dégénérer comme ça dégénère souvent quand même dehors. On ne peut pas dire, parce que Jusque dans vos bras il est parti d'un malaise que j'ai ressenti, que je ressens depuis 2015. Depuis 2015, la notion d'être français, elle est quand même importante, et de plus en plus. Alors je sais que là, il y a plusieurs générations qui sont confondues. Ça vaudrait un grand, bon débat. Mais c'est sûr qu'avant, c'était abstrait pour moi, ce que je voulais dire d'être français. En tout cas, depuis 2015, avec les attentats, voilà, tout d'un coup, ce rassemblement, et puis 3 jours après, ces tensions, ces haines communautaires, ça explose de partout. C'est vrai que... Bon, moi, je ne suis pas politique. J'ai toujours la définition de l'artiste. Pour moi, l'artiste, c'est un idiot du village. C'est-à-dire, il hurle quand il a peur, il rit quand il voit quelque chose d'amusant, et il pleure quand on le... Voilà. Il faut rester comme ça. C'est-à-dire que je fais attention, je préfère dire ça en préambule, parce qu'il n'y a pas de message politique. Un artiste, c'est avant tout quelqu'un d'un peu pulsionnel, régressif, désirable, émotif, et puis tout d'un coup il transmet ça, comme dans une peinture, comme tous les arts, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, bien sûr que l'art est un acte politique, mais en même temps il n'y a pas de militantisme. Mais je dis tout ça parce que 2015, pour moi et mes camarades, et j'imagine beaucoup de Français, moi, et j'ai des enfants, tout ça, j'ai un malaise, ce que traverse la France à travers cette fameuse notion. Qu'est-ce que c'est qu'être français, dans le sens, c'est quoi cette notion d'identité nationale? Pour moi, c'est un grand, grand mystère. Donc, c'est ce qu'on interroge. Qu'est-ce que c'est que l'identité nationale aujourd'hui en France? Et je trouve que ce concept-là s'accélère un petit peu dans le négatif, dans le positif. Quel est ce pays, enfin, excuse-moi, quel est ce pays qui a quand même une tradition socialiste dans l'histoire, enfin en tout cas une grande tradition socialiste européenne, et qui est capable de mettre 2 fois depuis les années 2000 le FN au 2e tour? C'est quand même, l'élastique est grand, grand, grand. Donc on interroge tout ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, notre politique migratoire? Qu'est-ce qu'on fait des migrants? Qu'est-ce que c'est que l'histoire de France? N'est-elle pas, n'est-elle pas pleine de toutes les cultures ou pas? Bon, on interroge tout ça. Encore une fois, je suis très sérieux. Mais
je pense qu'aussi, et j'espère que vous le remarquerez, en tout cas vous pourrez venir me le dire après la représentation, je parle de rire, mais en même temps c'est pour ça que je parle de rire de résistance, c'est un rire émotif. C'est-à-dire que quand je travaille, j'ai besoin autant d'avoir envie de pleurer que d'envie de rire. C'est important. C'est-à-dire que les situations que vous pourrez voir demain soir, vous pourrez très bien pleurer en les voyant que de rire. C'est pour ça que j'aime beaucoup le terme pleurer de rire. C'est un terme qui, s'il y a un terme que j'aime bien pour les chiens de Navarre, c'est peut-être très ambitieux parce qu'encore une fois, c'est délicat de faire toujours une rencontre avant que vous voyez le spectacle. Si vous avez envie de voir le spectacle, après tout ce que je viens de dire. Mais comment dire, c'est la notion de pleurer de rire, elle est très importante. Parce qu'il ne faudrait pas croire non plus. Le rire, vous avez compris, on pourrait en parler pendant des heures. Ça a une vertu très forte. Moi, je le prends toujours comme un fusible. C'est-à-dire, heureusement qu'on a le rire. C'est pour ça que je demandais s'il y a des gens qui n'aiment pas rire. Je serais curieux de voir parce que c'est vraiment des circuits psychologiques qui m'intéressent. Il y a des gens qui Alors, trouvent ça très gonflant de on va aller rire. chercher dans l'assistance des gens qui revendiquent Non, mais ne parce pas que aimer rire. c'est comme un fusible électrique. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui déconne dans la maison, paf, ça le fait sauter. Le rire, c'est pareil. Quand il y a quelque chose de terrifiant qui se passe, quelquefois, le rire est bon parce que sinon, on passerait notre temps qu'à pleurer. C'est une défense, le rire. En tout cas, c'est comme ça que je pourrais définir aussi mon travail. Oui, complètement. Et c'est ça que je cherche, moi, quand je répète et que je mets en scène et que je suis spectateur comme je le serai demain soir. Et ton travail, en plus, il est vrai, ce que tu disais tout à l'heure, mais j'ai noté 2 trucs sur lesquels je veux t'interroger. C'est d'abord l'idée qu'il n'y a de vertu nulle part. J'aime bien l'idée, tu dis, c'est pas la question de prendre position, mais en tous les cas, il n'y a pas le vertueux d'un côté, le non vertueux de l'autre. Ça, en permanence dans ton théâtre. Non, pas de manichéisme, parce que ce qu'on présente, ça peut quelquefois être un peu terrible, mais je crois aussi qu'on fait attention, nous, quand on travaille, à ce que personne ne soit vraiment sauvé dans cette histoire. J'aime pas trop un art qui pointe du doigt en disant « regardez comment ils vivent, regardez comment ils pensent, et moi, ça ne me concerne pas ». Non, je ne crois pas que ce soit notre théâtre. Je pense que c'est un théâtre on peut rire de nous face à autant de maladresse, quelquefois d'horreur, quelquefois des horreurs conscientes, quelquefois des horreurs inconscientes. J'ai l'impression aussi quelquefois, et ça a été fait par d'autres journalistes, mais ça me va très bien. C'est un théâtre, les Chiens de Navarre, ça tend un miroir, ça vous tend un miroir déformé quelquefois, mais ça vous tend un miroir. C'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de réactions, c'est parce qu'on tend un miroir. Ça rit parce que tout d'un coup, on s'y retrouve là-dedans. On s'y retrouve, on n'a pas envie de s'y retrouver. Et on n'a pas du tout envie de s'y retrouver. J'aimerais quand même bien revenir sur une chose par rapport plus particulièrement à Jusque dans vos bras, où tu dis, mais finalement, la question de l'identité française, c'est très abstrait. Or, pour autant, vous avez fait des choix dans la compagnie quand vous avez décidé. On reviendra sur vos méthodes de travail, mais comme tu as fait ce petit aparté, vous avez fait des choix. Vous avez décidé de prendre certaines figures. Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais très particulières. Donc, ça veut dire que vous aviez ou tu avais envie de pointer à certains endroits d'une identité française reconnue par tous. Les personnalités qui sont mises en scène. Oui, il y a un moment dans notre travail de répétition, donc de recherche, on a voulu psychanalyser certaines figures très importantes dans l'inconscient, conscient collectif français, comme De Gaulle, Jeanne d'Arc, Obélix. Enfin voilà, on a voulu leur faire subir une psychanalyse un peu lacanienne. Je dis pas que ça marche à chaque fois. Enfin, vous verrez demain. Y a-t-il des gens pour réagir parmi les gens qui l'ont vu? Non, mais c'est important de psychanalyser certaines figures qui ont fait l'histoire de France. Mais on le fait à notre manière. Donc, il y a Jeanne d'Arc qui va revenir demain soir, effectivement. Il y a Obélix. Ils interviennent comme des fantômes dans le spectacle. Voilà. Mais on en a psychanalysé plein. Au début de notre travail, on avait mis un divan. Et chaque acteur pouvait incarner un personnage. Et puis, on avait aussi une incarnation soit de Freud, soit de Lacan, selon. Puis, on le laissait parler. Mais bon. J'aimerais bien, avant qu'on peut-être il y ait des gens qui ont envie déjà de poser des questions, de réagir par rapport à des gens qui soit ont vu Jusque devant moi, soit ont vu le travail des chiens avant, peut-être justement le rapport qu'ils ont entretenu à ce théâtre-là. Mais pour ceux qui n'ont pas vu encore votre travail, encore 2 ou 3 questions sur la méthode quand même. Parce que... Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y madame, bien sûr. Vous avez questionné les spectateurs en disant on fait. J'aurais jamais dû faire ça. Non, mais c'est moi finir quand même. Non, je vous laisse. Vous ne riez pas, mais vous n'avez pas dit qu'est-ce qui nous fait rire. Alors, je ne suis pas de votre génération. Moi, je suis de la génération les tontons flingueurs, qui pour moi est un incontournable. Ouais. Je suis aussi une fan des chiens. Et je suis aussi une femme de Desproges qui disait on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est vrai, c'est parfait. Donc s'il vous plaît,
dites-moi comment vous allez continuer à me faire rire. Parmi toutes ces personnes et toutes ces références. Et je vais ajouter, bien qu'il soit plus vieux, il y avait aussi Raymond DeVos, qui me faisait énormément rire. C'est vrai. Non, mais je voudrais surtout pas qu'il y ait de défiance. Hein. Non, mais il n'y a pas de défiance dans le rire. Non, mais je disais ça, en plus, je parlais pas de notion de goût, hein, parce que là, vous parlez de notion de goût. Qu'est-ce qui vous fait rire ou pas rire? Ça, c'est encore autre chose. Non, je parlais du... Quelquefois, et c'était pas... je suis désolé si vous l'avez pris comme ça, c'était pas de manière... c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas rire. C'est une structure psychologique. Dans l'art, quand ils vont voir une œuvre d'art, ils n'aiment pas rire. Donc c'est pour ça que je disais peut-être que... Mais en même temps, c'est intéressant parce que moi, j'aime bien ces spectateurs-là, ceux qui n'aiment pas du tout rire. Mais c'est très rare. Non, vous voyez, c'est autre chose. Mais après, comment dire, là, vous parlez des goûts. Et tout ce que vous avez cité, ce sont des références pour moi. À différentes générations. Et alors après, moi, je ne sais pas si on s'approchera de tous ces standards du rire. Hein, pas du tout. Hein. On a notre esprit bien particulier à nous. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les références que vous venez de nommer. Mais tu sais que, juste pour finir sur la question du rire, il y a toujours eu un cloisonnement entre des spectateurs, dans la question de l'opéra, qui allaient voir l'opéra seria et qui ne seraient jamais allés à l'opéra comique, et vice-versa. L'opéra comique et l'opéra lyrique, digne de ce nom, qui était un art suprême, les publics ne s'échangeaient absolument pas. Il y avait vraiment... voilà, donc comme quoi... Alors, vous avez le choix, on va partager la salle en deux, venez rire avec nous. Juste une question peut-être, qui va venir voir, alors on va faire comme à l'école, juste qu'on ait un peu une idée, qui va venir voir jusque dans vos bras demain et après-demain soir? Je peux me permettre? C'est intéressant. Et qui a déjà vu des spectacles des Chiens de Navarre au Havre ou ailleurs? Quand même, quelques personnes. Donc il y en a beaucoup qui vont découvrir. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient encore, des personnes qui voulaient intervenir avant que je revienne un peu aux méthodes de travail? Ah oui, allez-y, je vous en prie, madame. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi a-t-on besoin de définir une identité? Et je vous donnais un exemple. Donc, moi, j'ai été élevée en France et j'ai passé 10 ans aux États-Unis. Et là, je suis rentrée il y a 2 mois. Et j'ai du mal à me définir. Est-ce que je suis française? Est-ce que je suis américaine? Est-ce que je suis entre les deux? Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de définir qui je suis? Et ma deuxième question, c'est à partir du moment où on définit notre identité, n'est-elle pas figée dans le temps, alors que nous, en termes d'être humain et en termes de manière de vivre, ça évolue au cours du temps? Donc, est-ce que cette identité ne devrait pas évoluer plutôt que de définir des mots? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vraiment, non, de toute façon, quand je parle d'identité nationale, c'est pour moi un concept que je trouve abstrait, voire un peu fumeux. Enfin, c'est-à-dire que si j'allais un peu plus loin dans ma pensée, parce que je trouve qu'elle a été remise au goût du jour depuis les années 2000 pour camoufler la poussière sous le tapis, comme si les problèmes que l'on vivait aujourd'hui, c'était à cause du voisin qui est à côté et qui est différent de nous. Donc ça, c'est un fait, c'est ma réponse. Donc voilà, vous savez de quoi parle le spectacle demain. Il n'y a pas de pensée, c'est très binaire, quoi. Mais en tout cas, au théâtre, c'est la représentation de ces questionnements-là, et j'ai envie de dire la représentation de la crise aussi. Jusque dans vos bras, c'est une pièce sur la crise que l'on traverse, tout aussi abstraite qu'elle est. Mais par rapport à vos questions, moi, je suis tout à fait... Il n'y a pas besoin de... On n'est pas obligé de définir une notion d'identité. Et en plus, bien sûr qu'elle est évolutive. Et d'ailleurs, l'histoire de France montre qu'elle est faite de toutes les cultures. Donc, obligatoirement, elle évolue d'une certaine manière. Après, ce qu'on partage, c'est le partage. Ce qu'on partage, on ne peut pas renier ça. On partage un langage et on partage une certaine culture. Oui, mais regardez, le langage évolue. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, en fait, la notion d'identité, c'est comme un pansement. C'est un pansement sur une blessure au lieu de résoudre la cause. Par exemple, oui, ça peut être une image comme ça. Oui. Mais non, mais c'est un trompe-l'œil aussi. D'accord. Plus qu'un pansement, parce que c'est un trompe-l'œil, moi, je trouve. Mais nous, ça nous amuse d'interroger ça. Ce qui est important aujourd'hui pour les politiques, pour les médias, pour sans doute
énormément de citoyens français. Ça m'interroge, ça nous interroge, ça nous amuse d'interroger. Le mythe du Gaulois, tout ça, ça nous interroge. C'est... Le mythe d'une identité figée, en fait. Oui, qui serait arrêté une fois pour toutes. Oui, et qui pose problème surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, on nous rabâche aux uns en disant ça c'est être français, ça c'est pas être français. Enfin, c'est ça. Après, là, on va rentrer dans des débats surtout politiques quand je dis ça. Oui. Mais comment dire, c'est ça qui est un peu étrange parce que quelquefois, sans être trop sombre, on n'est pas très loin de la guerre civile sur certaines choses, quoi. Et c'est inquiétant, moi je trouve. C'est inquiétant parce que j'ai pas l'impression que ce soit les vrais problèmes. Moi, je trouve ça inquiétant, justement, qu'on cherche à tout prix à définir une identité nationale et française pour reconstruire un pays. Voilà, je suis désolé, sans doute qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais je trouve ça inquiétant Mais n'est-ce pas non plus quelque chose qui contente les politiques ? N'est-ce pas un os qu'on a envie de ronger, que les médias rongent, qu'au fond... Voilà, peut-être que aussi Jusque dans vos bras est une pièce plutôt plus en filigrane sur ce qu'est aujourd'hui l'effondrement politique. Parce que l'effondrement politique, il est quand même, pour ces questions-là, il est important, je trouve. Ou n'est-ce pas une manière de nous rassurer par le fait qu'on voit autour de nous que le monde change et en mettant des mots sur ce que l'identité française signifie, ça nous rassure parce que c'est défini au lieu d'être dans l'incertitude de ce qu'on est, du monde dans lequel on vit et du monde dans lequel on avance. Oui. Voilà. Non, mais... Merci. Et du coup, ton théâtre, tu as dit le mot crise, mais oui. On a aussi le sentiment que sur le plateau, tout est toujours en perpétuelle crise ou en perpétuel déchaînement. Oui, moi j'aime bien ça en art, que ce soit la représentation de la crise. Ouais. Ah ben là, c'est de l'incarnation de la crise, carrément. Enfin... Oui, c'est important parce que justement, moi je crois à la catharsis de ça. En tout cas, peut-être que ça rejoint quelque chose pour moi en tant que metteur en scène. Moi, j'ai besoin de vivre des choses. Quand je regarde un spectacle, quand je commence mes répétitions, j'ai besoin des spectateurs. J'ai besoin d'être dans un état émotif, pas logos intellectuel. Voilà, je ne suis pas un intellectuel, je ne crois pas. J'essaye de le devenir parce que je suis très complexé, sans doute, de ne pas avoir été un intellectuel, parce que j'ai fait très peu d'études. En tout cas, ma force, elle est plutôt émotive. Elle est plutôt expressive. Et je crois en ça par rapport à l'art. C'est-à-dire qu'on reçoit des choses, on est ému par quelque chose, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, c'est marrant, mais quand même, il y a beaucoup de gens au théâtre qui ont... Si vous voyez, moi, mes programmes, bon, il n'y a aucune intention rassurante, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis fasciné par les metteurs en scène qui disent alors c'est un spectacle sur ça, qui ont une espèce d'intelligence parfaite, qui convainc tout le monde en rendez-vous de presse, tout ça. Non, moi, je fais du théâtre comme j'aurais envie de faire une peinture à un moment et je monte dans mon grenier. J'aime bien les peintres pour ça, parce qu'ils ont envie de peindre et hop, ils montent dans leur grenier ou ils vont dehors et ils peignent. C'est quelque chose de pulsionnel, d'irréfléchi, quoi. Et c'est effectivement, c'est un théâtre pulsionnel, Les Chiens de Navarre. Ouais. C'est le théâtre du ça, comme je dis. C'est-à-dire un théâtre au départ on écrase le surmoi. Plaf, il nous dit rien. Après, c'est pas pour ça que c'est le théâtre du n'importe quoi non plus. C'est pas non plus, même si j'aime beaucoup les dadaïstes, c'est pas non plus que quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses sur le plateau, et puis après, on se rassemble et on réfléchit à ce qu'on vient de faire. On se dit, est-ce qu'on garde ça ? Est-ce que ça qui nous a fait rire et pleurer, ça nous intéresse ? Est-ce que ça, on raconte quelque chose d'important de ce que pourrait être aujourd'hui ? On se pose toutes ces questions. Et là, ça devient donc de la dramaturgie. Là, ça redevient un classique. La réflexion sur ce qu'on vient de faire de pulsionnel. Il y a quand même aussi à l'intérieur. D'abord, il y a des tableaux, et puis il y a quand même des intentions, qui sont toujours de pousser à bout, de mener jusqu'au point ultime une situation à l'intérieur de chaque tableau. Tirer sur l'élastique, oui. Ouais, pour moi, c'est vraiment tirer sur l'élastique jusqu'à ce qu'il ne casse pas, quoique. Il y a du réel et on le déforme, et cette déformation du réel devient encore un réel encore plus fort. C'est le travail de la forme, hein. Il y a des metteurs en scène qui sont très prononcés sur la forme parce que pour eux, ça leur permet de faire sortir la vérité d'une certaine manière. Nous, on part du réel. Ce sont des situations où les acteurs, ils incarnent vraiment quelque chose du réel, quoi. On s'identifie à ça, ils jouent naturalistes, ils sont dans des situations réelles. Ce qu'il y a de plus banal, en fait. Ce qu'il y a de plus banal, la banalité. Et tout d'un coup, on tire sur quelque chose. On tire sur l'élastique pour que ça devienne quelque chose de grotesque, fantasmagorique, fou. Et voilà. C'est pour moi le passage du conscient à l'inconscient. C'est pour ça que je parlais du ça et du surmoi, parce que le ça, c'est tout l'inconscient, c'est la partie cachée de l'iceberg.
Et tu as un mot-clé qu'on retrouve souvent dans tes... Ah, pardon, quelqu'un voulait intervenir? Non. Tu as un mot-clé que tu utilises dans pas mal d'interviews qui est ce que tu appelles l'intranquillité. Alors, oui, derrière ce rire, il y a une intranquillité dans le boulot. C'est-à-dire, c'est quoi? Non, l'intranquillité, c'est qu'effectivement, comme ce n'est pas une narration, vous n'allez pas avoir demain une histoire avec des personnages, des psychologies qui vont être les mêmes jusqu'au bout. Vous n'allez pas avoir des acteurs qui incarnent un personnage. Quelquefois, vous allez vous demander, tiens, mais ils jouent quelque chose ou ils sont eux-mêmes? Sont-ils toujours dans l'histoire qu'ils ont racontée au début ou ils sont dans une autre? C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la forme narrative, de jeu, d'humeur, quelque chose d'intranquille. On rit, puis tout d'un coup, on passe à quelque chose de très violent. On est dans quelque chose d'émotif et tout d'un coup, on se met à rire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'intranquillité de la partition, de ce qui se passe aussi sur le plateau. J'essaye de jouer avec vous, avec les codes que vous connaissez du théâtre. Nous, on a rapidement essayé de créer d'autres codes en cassant les codes anciens. On s'adresse à vous, on ne s'adresse pas à vous, on incarne, on désincarne complètement. C'est ça l'intranquillité. C'est de ne pas du tout savoir ce qui se passe. Presque, ça devient informe. Parce qu'il y a des gens qui sont scandalisés, pas tant d'informité. C'est informe, mais il y a quand même une forme construite, récurrente, poussée à bout. On y arrive à la fin. On y arrive à la fin. On arrive à reconstruire les morceaux de Pulse à la fin. Mais c'est vrai que ça parle c'est comme des morceaux de Pulse, quoi. Et puis l'intranquillité du présent aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup ce qui se passe accidentellement au départ. Vous me direz demain soir, parce que là, je parle, vous n'avez pas vu, certains ont vu, mais ce qui est important pour moi, c'est que vous vous dites « Ah, c'est ce qui se passe ce soir, c'est là, et ça n'a pas été fait avant, et ça n'a pas été fait demain. C'est que pour moi, ça. » Ça, vous comprenez ce sentiment, c'est important. En tant que spectateur, j'adore ça. Je vais dans une pièce de théâtre et j'ai l'impression qu'il joue pour moi ce soir. Et il s'est passé quelque chose qui n'a pas été mis en scène, qui a été fait avant-hier. Qui n'a pas été fait avant-hier. C'est-à-dire, moi j'aime bien quand les spectateurs sortent et qu'ils me disent c'est pour nous, il s'est passé quelque chose ce soir. Et cette chose qui s'est passé quelque chose, c'est le présent, c'est les acteurs. C'est leur force, leur vivacité, c'est le fait qu'ils soient là, maintenant, qu'il y ait un instant présent au théâtre. C'est ça qui est fort au théâtre, qu'on n'a pas au cinéma, dans l'art du jeu. C'est-à-dire que quand même, ce qu'on vient chercher, nous, en tant que spectateurs de théâtre, c'est ce rendez-vous avec quelque chose de vivant. C'est quand même un rendez-vous, on appelle ça le théâtre, le spectacle vivant. Ce qu'on va chercher, c'est du vivant, quoi. C'est quelque chose qui va se passer devant nous, là. Est-ce que ça veut dire que vous laissez... C'est moi qui parle. Je ne vous vois pas parce que c'est de plus en plus aveuglant. Est-ce que ça veut dire que vous laissez à vos acteurs une liberté d'improvisation, oui, de changement oui, à chaque représentation? Oui. Plus ou moins grande. On improvise au début, on improvise pendant les répétitions et on improvise aussi pendant les représentations. C'est tout le temps inachevé, le travail. Il n'y a jamais un achèvement de la mise en scène. Et oui, ils improvisent. Oui. Il y a des choses demain soir qui vont se passer, qui ne se sera pas passé avant. Là, on était où? On était à Lyon. Et on était à Martigues. Voilà, c'est différent. Et à chaque fois, tous les soirs, je fais 2 heures de notes pour qu'ils remettent le couvert dans le présent, des choses qui ne se disent pas. Les choses changent tous les jours. Et ça, c'est important pour moi parce que sinon, je finis par m'emmerder et c'est ennuyeux, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça qu'on parlait de théâtre figé au départ, le même texte, les mêmes intentions. J'arrive ici, je marche comme ça, je m'arrête là, je joue comme ça, tout ça. Bon, oui. Alors qu'en vrai, demain soir, quand ils vont rentrer sur le plateau, ils ne savent pas où ils vont aller, ils ne savent pas ce qu'ils vont totalement dire. Ils savent qu'il y a une situation, ils savent qu'il y a une mise en scène, ils savent qu'il y a les mêmes situations, ils savent qu'ils vont parler à l'acteur qui est là, mais ils ne savent pas comment ils vont le dire, ils ne savent pas comment ils vont regarder de manière maladroite le public, ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas s'il y a une nouvelle réplique qui va arriver, tout en restant dans les thématiques. C'est important. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire dans 2 minutes. C'est pour ça qu'a priori, vous êtes captivé par ce que je dis. Quelquefois que tu te casses la figure dans tes mots. Ça peut m'arriver, mais ça, c'est un accident. C'est bien quand il bégaye, c'est bien quand il trébuche. J'adore les trébuchements, j'adore quand ils tombent, j'adore quand ils ratent leur geste, j'adore quand tout d'un coup, ils se mettent à avoir une émotion alors que ce n'était pas prévu. J'adore l'imprévu. Si le théâtre n'est pas l'endroit de l'imprévu, bon, c'est vrai que c'est ça, moi, qui m'a toujours fasciné. C'est-à-dire que je dis souvent, vous me dites si je suis trop bavard. Mais non, mais moi j'aurais une question à te poser par rapport à ça, mais je crois qu'il y a une réaction là-bas aussi. Non, mais vas-y, finis. Non, mais prends ton temps. Non, mais j'allais parler de moi.
Inlassablement. Inlassablement, j'allais Je parler crois de moi. qu'il y a quelqu'un qui oui, veut oui, intervenir. Bonsoir. Vous voulez parler de vous, madame? Bonsoir. Non, pas du tout. J'aurais voulu savoir si tu pouvais nous expliquer un petit peu. Oui, on se connaît, c'est pour ça qu'elle me tutoie. Juste un petit peu. Si tu pouvais nous expliquer quand même le choix de ce passage de la Marseillaise, parce que c'est quand même important, je pense, dans le projet, quoi. Oui, bah c'est là. Vous égorger. Le titre du spectacle, hein, Jusque juste dans pour vos bras, préciser, ils jusque viendront dans. vous égorger jusque dans. Bon, c'est une phrase terrible. Ils viendront vous égorger, les ennemis. Alors il y a plusieurs histoires. Hein. C'est jusque dans nos bras, jusque dans vos bras. A priori, parce que la Marseillaise, vous pouvez voir à l'Assemblée, il y a eu toujours une bataille d'historiens. On ne savait pas si nos bras ou vos bras. Moi, j'ai choisi vos bras, les vôtres, jusque dans vos bras, qui vient de la Marseillaise, donc vous avez bien compris. Et parce que quand on l'enlève comme ça, jusque dans vos bras, après, comme ça, hein, je sais pas, ça fait très tendre. Mais par contre, quand on le remet dans le contexte de la Marseillaise, ça l'est plus du tout. Mais justement, c'est un appel à la tendresse. J'aurais bien aimé quand même faire un tout petit aparté sur. Tu as parlé beaucoup de cette forme que tu défends, et pourtant tu as fait un détour par le cinéma qui fige, qui empêche tout ce que tu revendiques. C'est curieux que tu sois. Alors il y a deux choses qui me surprennent dans ton travail. Tu verras, j'ai deux questions. Il y a la question du cinéma. Le film Apnée, où on retrouve l'esprit Chien de Navarre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si certains d'entre vous ont vu le film Apnée, où on retrouve bien évidemment, mais qui évidemment oblige une forme arrêtée, terminée une fois pour toutes, qui n'est pas évolutive. Oui. Comment vous avez vécu ça? Mal. Non, mais je l'ai vécu. C'est pas. Ça a été un autre travail. Non, je l'ai pas. C'est-à-dire qui ne contredit pas le travail que vous avez. Si, mais c'est bien aussi de. Je pose la question bêtement. Hein. Non, mais bien sûr, vous avez raison, mais c'est bien de changer de crèmerie de temps en temps. Mais dans l'expression. Non, mais je suis allé dans le cinéma, qui a un autre langage, même si il y a aussi une grande part d'improvisation dans le jeu, tout ça. Mais c'est sûr qu'après, il y a le montage, on dérush, on monte, et puis le film, à un moment, se fige. Il faut bien s'arrêter, bien sûr. Mais peut-être, plus tard, il y aura des réalisateurs qui présenteront une projection du film, et puis une semaine après, il y aura le même film, mais qui sera un peu monté différemment. Peut-être qu'on arrivera à des formes comme ça qui ne cessera de s'achever au fur et à mesure des... Bon, là, c'est pas possible, je dis n'importe quoi, mais à un moment, il faut s'arrêter avec le cinéma. On se dit, c'est le film, il s'arrête là. Mais par contre, dans le jeu des acteurs, on a la sensation que l'allure est toujours celle du présent, quand même. Mais je comprends, oui. Oui, c'est sûr qu'au cinéma, j'ai pas retrouvé ce qu'il y a au théâtre, c'est-à-dire une forme évolutive tout le temps. Mais en même temps, le théâtre, c'est très, très fatigant. C'est très, très fatigant parce que justement, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que demain soir, je vais jouer, puis je vais leur refaire des notes mercredi pour ceux qui viendront à la deuxième. Ça va durer 2 heures. On va continuer à parler d'un même objet. Mais moi, j'aime bien ce côté artisanal, au fond. Il y a quelque chose avec le théâtre, il y a un rapport artisanal, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Au cinéma, ça s'arrête, ça doit s'arrêter. Parce qu'il y a un moment, il y a beaucoup d'argent derrière, il faut le diffuser partout, au cinéma. Et puis... Bon voilà, mais ça c'était juste une petite parenthèse. Mais j'adore le cinéma et je referai un deuxième long aussi avec plaisir, même si c'est moins immédiat pour moi. C'est comme je suis né dans le théâtre entre guillemets parce que j'ai commencé tard, mais donc c'est comme si, excusez-moi avec ces comparaisons toujours un peu étranges, mais comme si on faisait du ski alpin toute sa vie, à un moment on fait du monoski. Bon. Voilà, c'est un peu ça, comme le théâtre avec le cinéma. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai fait du théâtre, 8-9 pièces, puis tout d'un coup, je fais un film. C'est moins évident pour moi. C'est comme faire du monoski. Mais par contre, j'ai adoré faire ça, et puis il a très bien vécu le film. Et je referai encore du monoski. Alors, deuxième chose qui, a priori, m'a un peu surpris, mais finalement, au final, en regardant votre boulot au chien, ne me surprend plus. Mais sur le coup, quand j'ai lu que ce qui avait servi de support au spectacle Quand je pense qu'on va vieillir ensemble, c'était l'un des derniers écrits de l'écrivain Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, auteur suédois, mort à 30 et quelques années, en se suicidant, qui a écrit ce petit pamphlet, qui est une merveille d'ailleurs. Qui est très sombre. C'est un petit pamphlet très sombre. Et qui ramène, et j'étais très surpris de lire au démarrage la note d'intention, où c'était effectivement que Stig Dagerman avait pu servir de
je sais pas, de moteur pour de notre moteur. travail. Est-ce que c'était le seul objet qui traînait sur le terrain vague et puis que vous avez pris et qui est quand même... Non, mais c'est à partir d'un spectacle qui a été joué au Havre, justement, au Théâtre des Bains-Douches, qui était Quand je pense qu'on va vieillir ensemble, qui était notre première arrivée au Havre, avec ce spectacle qui a été créé en 2013. Et on parlait... Premier spectacle que j'ai vu de vous, d'ailleurs. Ouais, on parlait finalement d'une forme d'autonomie de pensée, c'est-à-dire que c'était un spectacle sur le coaching. Vous voyez, il y a tellement aujourd'hui à la télé, partout, se coacher. J'ai décidé d'être heureux, j'ai décidé d'être performant au travail, j'ai décidé d'être performant sexuellement, j'ai décidé d'avoir beaucoup d'amis, j'ai décidé. Et tout d'un coup, il y a quand même comme un ratatinement, un épuisement. On doit tellement être performant qu'aujourd'hui, il y a des cours de tout, de coaching de tout. Comment bien s'habiller pour être élégant, comment plaire. Et finalement, c'est un symptôme de nos sociétés. On sent que c'est une perte de repères, c'est-à-dire qu'on a tellement besoin du regard de l'autre qu'on en perd une forme d'autonomie, de singularité de chaque être, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être performant, de plaire au boulot, dans la vie amicale, dans la vie tout, quoi. Donc on questionnait ça. Aujourd'hui, on allume les télés, on voit du coaching partout. En entreprise, il y en a, les séminaires, tout ça. Et c'est un spectacle sur les vertus de la singularité, c'est-à-dire que on se posait avec nos camarades cette question de pourquoi autant aujourd'hui un retour, c'est régressif, c'est-à-dire que c'est quand on est petit qu'on apprend. C'est quand on va au tableau, tout ça, et qu'on fait 2 + 2 égale, et donc on va au tableau, et puis il y a l'institutrice ou l'instituteur qui nous regarde comme ça. Et là, c'est de nouveau à 30, 40 ans, 45 ans, on est de nouveau comme des enfants qui devons apprendre quelque chose. Et en plus, cet apprentissage, c'est quelque chose qui est un peu formaté. C'est le formatage un peu des coachings. Donc c'est pour ça que, je pars de très loin, mais c'est comme ça qu'on travaille. Je me disais, c'est une perte de singularité, et puis notre besoin de consolation est tellement impossible à rassasier qu'on se raccroche à ça, qu'on se raccroche à l'autre pour de nouveau plaire, réussir, alors qu'au fond, voilà, c'était le départ. C'était le point de départ. Ouais, et donc dans la pièce, on monte plein de cours de coaching. Donc apprendre à être convaincant face à un employeur, donc savoir ouvrir une porte, savoir dire bonjour, apprendre à bien s'habiller, apprendre à savoir dire je t'aime à quelqu'un. Donc c'était toutes les absurdités comme ça qu'on mettait en relief, et évidemment ça créait beaucoup de folie, de dinguerie, en même temps beaucoup de tristesse, parce qu'on se rendait compte que ces gens coachés, comme on vit nous dans la vie, quoi, on sent qu'il y a un besoin de consolation aussi. Donc, oui, voilà. Et qu'on retrouve d'ailleurs, ça c'est très personnel la remarque que je vais faire, j'en dirai pas trop sur le spectacle de demain soir, mais qu'on retrouve quand même un tout petit peu à la fin, jusque dans vos bras. Et j'ai pas pu m'empêcher de repenser à Stig Dagerman dans l'une des dernières scènes du spectacle où il y a une consolation qui a lieu. Oui. Et j'ai dit, tiens, c'est là où toute l'épaisseur du théâtre des Chiens de Navarre arrive. On a beaucoup ri, et là, on aurait presque envie de pleurer, et pleurer de rire, oui, peut-être, mais vraiment, c'est une séquence, on ne va pas en raconter trop, mais c'est une séquence extrêmement émouvante et qui ramène à Dagerman, je trouve. Ça, c'est perso. Ouais, il y a toujours un peu de... J'ai l'impression, mais encore une fois, j'y vais à tâtons, parce que c'est toujours difficile de décrire ce qu'on peut faire. Vous verrez demain soir, vous me direz, mais pas du tout, qu'est-ce que vous avez raconté comme connerie hier soir. Mais comment dire, mais évidemment, je crois qu'il y a beaucoup de mélancolie aussi dans notre travail, mais c'est un peu la face cachée. Alors je fais attention à ce mot-là parce qu'il est très galvaudé et je ne voudrais pas que vous l'interprétiez mal. C'est la face cachée un peu du clown, j'allais dire du bouffon. Parce que le bouffon, c'est dans l'histoire du jeu, entre guillemets, le bouffon est quelque chose de particulier. Le bouffon, moi j'identifie vraiment les Chiens de Navarre quelquefois à des bouffons. Mais on pourrait dire clown. Il faut savoir que le bouffon, c'est ça qui est étonnant, c'est des personnages étonnants quand même, les bouffons. C'est-à-dire qu'ils se foutent de la gueule du roi, et devant le roi, et le public rit, même le roi. C'est comme ça les bouffons. Ils se foutent de la gueule du roi, et comment dire, même le roi rit. Donc c'est étonnant quand même. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre tout le monde avec lui, il arrive à tendre le miroir au roi, au peuple, et tout le monde rit de ça. J'ai l'impression quelquefois, et après le bouffon par contre c'était l'être le plus triste au monde. S'il avait plus de public, s'il avait plus de roi à se moquer, c'était un être perdu, très triste et tout ça. Et l'histoire des bouffons, alors il y a eu les bouffons après au théâtre, les bouffons shakespeariens, tout ça, mais j'aime bien cette comparaison-là. Et je me méfie du mot parce qu'aujourd'hui, bouffon, quand on dit bouffon, ça veut dire t'es un couillon, t'es un idiot, t'es un idiot, quoi. Donc c'est pas ça, vraiment les bouffons du roi. C'est-à-dire que c'était, encore une fois, c'était aussi des êtres très cathartiques. C'est-à-dire qu'ils exprimaient quelque chose. Et donc, c'est pour ça que c'est la face cachée du bouffon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose après. Mais on dit souvent que les clowns aussi sont...
les clowns, comment dire, les clowns sont tristes. C'est bien connu. Ceux qui vous, je sais pas qui vous a, les clowns sont tristes, c'est tout. Ça, il faut le savoir, même chez les acteurs, les clowns sont tristes. Moi, je viens d'une, enfin après, est-ce qu'on parle de quelque chose d'intime, tout ça? Moi, mon grand-père était clown. C'était le contre-pitre du clown Zavata. Donc c'est une histoire particulière, voilà. Et voilà, j'ai connu Zavata. J'ai été sur les genoux de Zavata, et qui s'est suicidé à 75 ans, ne voulant pas accepter la maladie. Puis il mort un peu de tristesse aussi, parce que son cirque se ruinait au fur et à mesure. Mais voilà, non, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais non, parce qu'on est j'ai bien connu les clowns. On est arrivé sur la question des bouffons. Vous êtes des bouffons, et c'est vrai que alors désolé, je ramène à Shakespeare parce que tu l'as juste effectivement au Roi Lear et au fou du Roi Lear dans l'acte 3 qui erre sur la lande et qui rit pour ne pas pleurer de cette incapacité que Lear a d'entendre et de voir, et qui se trompe lui-même. Et le bouffon n'arrête pas de tromper le roi en lui disant tu te trompes, et tout le monde se trompe en fait. C'est une tragédie de la tromperie permanente, et de pleurer de rire, perdu sur la lande. Voilà, pour moi, vous êtes à cet endroit-là où j'ai l'impression que le rire et le pleur peuvent se juxtaposer. Il y a aussi l'idée chez vous, je trouve, d'aimer et d'aimer détruire. Il y a toujours la question de l'amour, et vous adorez détruire sur scène. Vous adorez tout casser, quoi. Qu'est-ce que vous... Non? Ou c'est moi qui... Je déconne peut-être complètement. Hein, mais non. Voilà, c'est mon regard de spectateur. Hein. Non, mais après, c'est scène par scène, spectacle par spectacle. Mais bien sûr, il y a quelque chose, on peut... Non, mais c'est vrai, je fais pas le coquet. Évidemment qu'il y a la destruction. Il y a des choses qui sont détruites. Mais c'est la destruction positive, comme on pourrait dire aujourd'hui dans la psychologie moderne. C'est la destruction... positive, c'est-à-dire c'est détruire pour mieux construire. Voilà, c'est la tabula rasa. C'est remettre tout à... J'aime beaucoup aussi, on peut parler de ça si vous voulez, mais c'est un peu... J'aime beaucoup aussi, je parlais des bouffons, et je pourrais parler aussi de Diogène, les cyniques. Mais encore une fois, le mot est galvaudé. C'est pas le cynisme politique d'aujourd'hui. Le cynisme, être un cynique aujourd'hui, c'est très très négatif. Or, je parle du cynisme, le mouvement philosophe chez Diogène, qui étaient des gens plutôt drôles quand même, hein, Diogène. C'est-à-dire qu'ils remettaient tout en cause, mais avec humour. C'était le mouvement cynique, les cyniques, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et que je veux bien, quelquefois, pour ceux qui ont envie de le voir, on veut bien s'approprier par rapport au Chien de Navarre. Et avec beaucoup de tranquillité aussi, remettez tout en cause. Avec beaucoup de tranquillité ? Non. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment très tranquilles, les cyniques. Il faut voir comment vivait Diogène. Il est quand même mort en mangeant en mangeant du poulpe. Comment dire qu'il a essayé de prendre dans la gueule des chiens. Il vivait dans son tonneau, il remettait tout en cause. C'était tout sauf tranquille, Diogène. Et en même temps, je comprends. Vous connaissez l'histoire de Diogène qui voit un enfant boire de l'eau, d'une eau qui coule comme ça, et il voit l'enfant mettre ses deux mains comme ça et boire l'eau comme ça. Et voilà, et il le jette. Il jette, comment dire, son écuelle en disant j'ai même pas besoin de ça. Donc effectivement, il y a quelque chose de l'ordre le minimalisme, comment dire, effectivement, si c'est ça la tranquillité. On pourrait parler vraiment des cyniques comment dire, avec une remise en cause avec profondeur et légèreté. Voilà, c'est pas le cynisme à la, je sais pas, là aujourd'hui qui est. Et du coup, alors choisissez votre camp, camarades. Et du coup, entre le désespoir de Daguerman et les traits de terrain vagues de l'enfance où tous les jeux sont imaginables, on opte pour quoi chez Chien de Navarre? On ouvre les portes ou... Oui, tout. Et puis je sais pas, pour la prochaine création qui est en cours, c'est difficile, c'est que je sais pas ce que va être fait le lendemain. C'est-à-dire, je crois dans mon travail aussi, j'espère ne pas être un obsessionnel. Il y a des artistes, ils racontent toujours les mêmes choses de manière très différente. Moi, je crois que je n'ai pas les mêmes colères que j'avais il y a 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et j'accepte d'évoluer, donc j'accepte d'exprimer autrement. Donc, par exemple, quand vous me parlez d'Agerman, ça me paraît tellement loin, cette tristesse-là. Il y a aujourd'hui, chez moi, une autre forme de tristesse encore.
Jusque dans vos bras, il y a une autre forme de tristesse qui était différente de celle de la raclette, qui était différente de celle de quand je pense qu'on va vivre ensemble, etc., les armoires normandes. Donc, je crois que les sentiments en nous évoluent aussi. Ils sont toujours là, mais ils évoluent. Heureusement, en tout cas. Après, il y a des gens qui restent dans les mêmes sentiments, les mêmes obsessions, mais parce que c'est bien, parce que c'est leur jardin, parce que c'est leur enfance. Alors, vous vouliez parler, peut-être ? Si des personnes ont envie de réagir, de poser des questions, celles qui ont découvert le travail de Jean-Christophe Meurice tout récemment. N'importe quelle remarque. Hein. Bon, moi, j'ai une petite question. Je suis ici, à votre droite. Je voudrais savoir si vous tombez de temps en temps sur des spectateurs qui sont plus forts que vous, plus retors et qui mettent en danger votre spectacle, qui monteraient sur scène, par exemple, et puis qui vous feraient des, ça, c'est quand même des psychotiques, mauvais tours. Des gens qui montent sur scène. Non, mais c'est arrivé une fois un acteur connu qui s'appelle. Vous en faites monter quand même des spectateurs sur scène. Ah oui, mais c'est pas la même chose qu'un spectateur qui monte sur le plateau. Vous cherchez un peu la cogne quand même de temps en temps. Donc je me demande si vous la trouvez des fois. Non, mais parce que tout le monde sait intelligemment que c'est que du théâtre et que cette provocation qu'on peut voir provoquer au sens provoquer des émotions, pas provoquer style je vous provoque non, mais évidemment qu'on a. Il y a quelquefois, on peut inviter des spectateurs sur le plateau mais justement, ça crée du présent, tout ça. Mais je sais pas s'il arrive à répondre à votre question. Non, mais il y a des gens qui peuvent gueuler à un moment quand on leur pose la question, quand on leur pose des questions, ils répondent à leur manière. Demain, vous allez être interrogé d'une certaine manière. Le spectacle commence presque par ça. En fait. Oui, on va vous interroger, on va vous faire parler. Et voilà, il peut y avoir des réponses, mais ça fait partie de notre représentation, ça fait partie du programme, de prendre tout ce qui vient et d'essayer de l'alléger au maximum pour pas que ça devienne un... Non, on n'a jamais eu de gens qui sont arrivés sur le plateau et qui nous ont cassé la gueule et tout, pas encore. Mais peut-être au Havre, parce qu'on a les réputations, les Havrais sont des gens très, très... Non. On sait déjà que les Havrais sont des gens très violents. Ça va être une surprise, on vous attend, donc on est... Non, mais... Mais c'était pas de la violence physique dont je parlais, c'était de l'improvisation théâtrale, quoi, de quelqu'un qui prend la... Oui, mais on met pas la scène. De temps en temps, il y a des ouvertures de porte pour que le spectateur puisse répondre quand on lui demande s'il le veut. Mais par contre, on fait pas du théâtre forum non plus, ni interactif, donc on peut pas avoir l'émergence de tout d'un coup quelqu'un qui arrive sur le plateau et qui... non, ça nous est jamais arrivé. Pour répondre à la question, ça nous est jamais arrivé. Mais en tout cas, ça serait une drôle de structure psychologique de monter sur le plateau et de dire... Mais c'est arrivé une fois à un acteur qui était connu à une époque, qui est mort, qui s'appelait Farid Chopel. Mais c'était très heureux, ça. Il était au Festival d'Avignon, il regardait, je sais plus, il regardait un spectacle de danse qu'il trouvait très très beau. Et tout d'un coup, il est monté sur scène pour danser avec les spectateurs, avec les danseurs. Non, mais on connaît Farid Chopel qui avait quand même des fragilités psychologiques. Et c'est complètement dingue quand même de monter sur le plateau et d'aller danser. Parce que, voilà, comme les enfants, quand ils regardent du théâtre, je pense qu'ils ont envie d'aller jouer aussi avec. Non, il peut arriver comme ça des envies de jouer aux spectateurs, plus que des rapports de force, quoi, de dire parce que vous avez dit plus fort que nous, mais non, on peut avoir non, mais il y a des spectateurs qui ont envie de jouer avec nous, ça c'est sûr, ça arrive, mais être plus fort que nous, non, il faut... Non, ouais, pourquoi pas, ouais, j'attends de voir. Ouais. Pourquoi pas? Non, mais ça sera toujours un moment heureux. On peut ne pas aimer notre théâtre, mais on violente personne, je crois. Allez-y, madame. Oui. Attendez, on va passer un micro, si on veut que les gens... Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis là-bas. J'ai déjà le micro, on va gagner du temps. Plein de choses à juste une petite... Non, mais allez-y. Oui, bonsoir. J'ai assisté à la représentation à Paris. Je tenais à vous féliciter, puis l'ensemble de votre troupe, parce que c'est un super travail. Je dirais que c'est pas une performance surtout de texte. Il y a un tout, mais c'est surtout au niveau du jeu, c'est physique. On sent qu'il y a une grosse dépense physique. Il y a des grosses phases d'accélération dans le jeu, dans les différents tableaux. C'est vachement bien emmené, c'est très enlevé. Et j'ai eu l'occasion de parler avec un de vos acteurs.
Je dirais juste qu'il avait une robe blanche pour pas tout dévoiler. Et je lui ai demandé effectivement, parce qu'on ressent vraiment le sentiment de cette spontanéité quand ils jouent sur scène. Et il me dit en fait que c'est un jeu entre eux et qu'en fait ils savent pas ce que l'autre va leur faire comme tirade. Donc ils poussent vraiment, ils sont borderline quoi. On sent vraiment que par moments ça les pousse et ça doit vraiment les émoustiller. Puis ça permet de se renouveler à chaque fois sur une représentation. Donc je vous félicite, vraiment, on le ressent ça. Merci, tout est dit, c'est bien. Madame, vous vouliez intervenir mais ça fait du bien de temps en temps une autre synthèse. Je me Merci, demandais juste pourquoi vous vous appeliez les chiens de Navarre, d'où ça venait. Alors justement, c'était pas du tout réfléchi, parce qu'au début, quand j'ai créé les chiens de Navarre, j'écrivais des textes. Je proposais des textes justement, j'écrivais, j'ai été auteur avant puis je me suis rendu compte, le troisième spectacle s'appelait Une raclette. Comment dire, j'avais écrit 80 pages et puis on a fait des lectures, vous savez, truc classique. Puis je me suis rendu compte que je leur ai dit, vous oubliez ces textes-là, vous les mettez à la poubelle et vous improvisez toutes les situations que j'ai écrites. Et leur texte était bien plus intéressant. Je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça. Ça ne répond pas du tout, Chien de Navarre. Chien de Navarre, c'est... non, mais j'écrivais des textes au départ. Et à un moment, c'était une insulte. J'avais écrit Chien de Navarre. C'était une insulte pour moi. Et c'est donc un truc très... Et je trouvais que ça marchait bien. C'était un peu comme une formule un peu dadaïste. Voilà. Et puis, c'était comme Rita Mitsuko. Ça sonnait bien, ça voulait rien dire, mais ça sonnait bien. Et j'ai gardé. Et puis en même temps, j'aime bien aujourd'hui parce que beaucoup de spectateurs ou de journalistes, ils voient quelque chose, les chiens, les aboyeurs, la Navarre, la Grande France, la tatati tatata. Voilà. Donc ça sonnait bien. Il y avait quelque chose comme ça de voyou et aristocrate à la fois. Sinon, j'aimerais bien, pour finir quand même, à moins qu'il y ait encore des réactions, mais quand même pour qu'on finisse de dresser un tableau des chiens, justement. Oui. On a parlé, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, c'est l'incarnation, l'idée d'incarnation, l'idée de surprise permanente, l'idée de je ne sais pas comment l'autre réagit. Et les chiens sont allés jusqu'à ne pas savoir danser, mais oser danser. Et il y a eu un détour par le cinéma, oui. Et il y a eu un détour par la danse que je trouve passionnant. Avec les danseurs, on apprécie la qualité du parquet. Oui. Alors peut-être nous expliquer rapidement pourquoi les chiens de Navarre sont allés faire un détour par la danse. C'est une commande. Et à la Ménagerie de Verre à Paris, qui est le temple un peu de la danse contemporaine hip-hop, enfin, ouais, c'est vraiment le temple. Mais je connais très bien Marie-Thérèse Allier. Et elle m'avait dit, si un jour tes acteurs ont envie de danser, ils viendront chez moi. Je ne suis pas du tout chorégraphe, je ne connaissais pas grand-chose à la danse. Et j'ai dit, pourquoi pas ? C'était une commande, alors qu'on était acteurs d'improvisation. Et j'ai demandé à tous mes acteurs, est-ce que vous voulez danser ? Mais en respectant la danse, pas en se moquant de la danse. Et ils m'ont dit oui. Et on a voulu faire une visite de l'histoire de la danse qu'on a appris. Et on s'y est mis avec l'aide d'une chorégraphe quand même pour les gestes. Et voilà, je trouvais ça intéressant de voir des gens qui ne sont pas danseurs s'exprimer en danse sur un plateau. Et qui ne parlent pas, ou quasi, enfin qui hurlent à quelques moments, mais qui ne parlent pas, alors que ce sont des hableurs finis et que ça n'arrête pas. Oui, c'était un moment aussi, c'était en 2012 ou en 2013, c'était un moment où effectivement, les chiens de Navarre, c'est des gens très bavards sur le plateau. Vous le verrez demain soir. Et j'en avais marre, quoi. J'en avais marre qu'on parle. Et j'avais dit, on va faire une pièce aussi sans un mot. Alors qu'est-ce qui nous reste quand on n'a plus de mots ? C'est la danse ou le mime. Bon, le mime, voilà, j'aime beaucoup, mais non. Et donc, on est parti sur la danse et on a fait une revisite de l'histoire de la danse. À notre manière, hein, attention, parce que... Il va falloir qu'on montre quelques images. Ça a été pris très sérieusement par des critiques chorégraphes et tout. Mais c'était une manière très particulière de revisiter la danse. Mais on y était allé quand même au premier degré. Hein. Oui, c'est ça. Là, on a voulu refaire le boléro de Ravel. Le boléro de Ravel, mais premier degré, certes. Je disais tout à l'heure, quand on a fait la petite interview, que ça me faisait incroyablement penser, pour des raisons totalement différentes, mais quand même, à ce que Jérôme Bel avait pu faire, si certains d'entre vous, qui a été un peu le pape de la non-danse au début des années 2000, sur The Show Must Go On, où tout d'un coup, où vous avez fait les chiens de Navarre, votre Show Must Go On, c'est-à-dire comment incarner quelque chose qui ne vous appartient absolument pas, qui appartient aux autres, à d'autres chorégraphes, à des époques, à une histoire de la danse, et comment ça vous appartient pleinement. Alors quand vous dansez pas, on retrouve une théâtralité totale, mais dans le boléro aussi. On va se permettre de montrer quelques petits extraits, parce que c'est quand même une incartade assez surprenante et parfaitement aboutie au niveau de la dramaturgie, je trouve. C'est perso aussi, mais...
Chez moi, il n'y a pas de vidéo au théâtre. Je sais pas pourquoi. Comme le boléro est long, on va montrer juste des extraits, on va avancer. Vous allez voir comment il y a à la fois vraiment une référence faite, déjà, que tu le veuilles ou non, ça. Et aussi une pleine existence des chiens. Attendez dessus. Voilà, la pièce est dans le noir pendant 1h30. Et aussi des pas un tout petit peu à la Pina Bausch. Des déhanchements à la Pina Bausch, un tout petit peu. Ça, bon, bref. Pauvre Pina Bausch. Il va se retourner. Ouais. Ami Béjart, bien évidemment. On a un George John, là. Bien évidemment la danse qui est convoquée, mais ce sont bien évidemment la notion d'incarnation, comme disait monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire que vous restez profondément les chiens de Navarre, vous dansez profondément et vous restez à fond. Voilà, c'est un théâtre de l'incarnation. Alors je ne sais plus si c'est de la danse ou du théâtre, c'est pleinement de la danse, mais c'est véritablement, on a l'impression que vous n'êtes pas sorti de ce que vous êtes et que vous avez gardé votre âme absolument, et donc vous pouvez continuer, quoi. Oui, non, mais après, pour dire, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, les danseurs ont apprécié la qualité du parquet. C'était vraiment, sur les 9 spectacles que j'ai faits, c'était une sortie de route où on a voulu tenter un geste de danser sans avoir dansé. Et puis voilà, quoi. Mais non, c'est un spectacle qu'on ne fait plus, qu'on ne tourne plus. Mais voilà, non. Totalement. Voilà, rien à dire de plus. Oui, non, mais parce que c'était vraiment une tentative très premier degré de ce que pouvait. Non, mais là je me répète. Okay. Oui, c'est-à-dire que vraiment il s'en empare absolument. Voilà, comme si vous mettiez à danser le boléro, peut-être pas tout nu, mais. Ouais. Est-ce que quelques dernières réactions, dernières questions Ou on en reste là? On en reste là? Allez, eh bien, on vous dit à demain soir et à après-demain soir. Merci, Jean-Christophe Meurice. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain à l'université.